Et il y a un thème qui passe très bien, juste après celui des voyages, c'est le thème de l'autopilote. L'autopilote de Tesla, ça doit être l'une des technos les plus sous-cotées du moment. Alors, oui, c'est vrai, il faut connaître les limites. Je pense qu'il faut beaucoup jouer avec au début. Il faut le mettre même dans des situations improbables pour comprendre comment l'autopilote peut foirer, comment il pourrait mener à un accident. Et une fois qu'on comprend ses défauts, une fois qu'on comprend dans quelle situation il aura du mal et dans quelle situation il sera peut-être même pas capable de détecter qu'il n'est pas capable de gérer, une fois qu'on maîtrise ça, on est capable de l'utiliser en sécurité. Et je ne vois pas l'autopilote comme un système qui va totalement me remplacer, je le vois plus comme un assistant. C'est un peu comme un Siri en fait. Il m'aide à être moins fatigué, il m'aide à être plus en sécurité, mais à tout moment, c'est moi qui regarde tout ce qui se passe sur la route, qui supervise, et s'il y a un problème, il faut que je sois disponible pour prendre le relais à tout instant. L'effet de l'autopilote, c'est d'être capable de faire un aller-retour Paris-Marseille dans un temps record sans être fatigué. Avec une voiture classique, c'est sûr que je n'aurais pas réussi à le faire. Avec l'autopilote, le fait qu'on ait moins de micro-ajustements à faire en permanence, le fait qu'on soit plus dans la supervision que dans l'exécution, je pense que ça fatigue moins au niveau du cerveau, même au niveau des muscles. Et au final, même après avoir fait, je crois que ça doit être 800 km pour Marseille, on se sent frais. Je me rappelle qu'en thermique, quand je devais faire un Paris-Brest, passer Rennes, j'avais déjà l'impression que c'était super super long et j'en pouvais plus. Ce serait intéressant que je le refasse en modèle 3 pour voir comment ça se passe. Moi, ce que je vois, c'est que les fonctions de l'autopilote de base, qui est disponible aujourd'hui de série sur les modèles 3, c'est déjà très très bien. Mais en plus, avec la mienne, j'ai accès à la navigation autopilote et ça laisse entrevoir quelque chose de juste extraordinaire, et je pèse mes mots. Le fait que la voiture soit capable de décider à quel moment elle va vouloir dépasser et les embranchements d'autoroute qu'elle va vouloir prendre, et que moi j'ai juste à valider ces mouvements, c'est vraiment vraiment top. Alors il reste le fait d'être obligé de valider tous ces mouvements, mais à un moment donné, on n'aura plus besoin de le faire, et quand ce sera le cas, ce sera juste immense. Alors vous direz que je suis dithyrambique, mais franchement, je pense que pour ceux qui l'ont essayé sur des longs trajets, ils doivent être sur le même niveau de commentaires que moi. Sur l'autoroute, aux vitesses légales, j'utilise systématiquement la navigation autopilote. Et quand il pleut relativement fort, la navigation autopilote n'est plus disponible, mais l'autopilote, lui, le fait de rester droit sur sa voie et de garder la distance avec le véhicule qui nous précède, ça reste disponible jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans des conditions complètement folles. Au final, j'ai l'impression d'être plus en sécurité que si je faisais tous ces trajets tout seul, sans ces assistances. Et dans la plupart des cas, quand la situation devient trop compliquée, la Tesla prévient. Typiquement, si vous avez de la pluie et que vous avez les caméras latérales qui sont obstruées, elle vous préviendra, caméra de gauche ou de droite obstruée, et capacité autopilote limitée. Et si à un moment donné, il faut que vous repreniez le contrôle, généralement, elle vous prévient. Donc je le dis encore, c'est une des technos les plus sous-évaluées du moment. Donc quand on a fait beaucoup de routes, on doit passer à l'entretien et au lavage. En fait, l'entretien, ce n'est quasiment que du lavage. Avec la Nissan Leaf, j'ai utilisé les rouleaux et au final, j'ai constaté que j'avais beaucoup de micro-rayures, ce qui fait qu'avant la vente, je suis passé par un polish de rénovation pour qu'il soit vraiment top et que je n'ai aucun souci avec l'acheteur. Du coup, avec la Model 3, j'ai fait le traitement céramique et tout le lavage, je le fais manuellement. Donc j'ai un kit que j'ai acheté chez Maniacoto. Je fais un lavage par mois et c'est largement suffisant pour garder la voiture dans un bon état. Chaque lavage, ça me prend environ 45 minutes. Je vous ai fait une vidéo au sujet du lavage, n'hésitez pas à le regarder. Alors, on est en confinement, donc c'est peut-être pas le bon moment, mais d'ici un mois ou deux, je pense que vous aurez sûrement envie de laver votre Model 3. Et je pense que c'est sûrement lié au traitement céramique que j'ai fait faire, mais le lavage est vraiment hyper simple. Je trouve que l'intérieur a bien vieilli. C'est une des craintes que certaines personnes avaient par rapport à la Model 3. J'ai pas de souci, que ce soit au niveau de la console centrale. Alors, il se trouve que sur la console centrale, j'ai un film, mais pas de souci par ici, ni sur la coudoir. Les sièges sont en bon état. Là, vous pouvez le voir.
Côté conducteur, pas de problème non plus. À l'arrière, vous voyez qu'il y a un espèce de fil qui passe juste ici. En fait, c'est le fil de la protection à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la protection qui permet d'éviter que mon fils donne des coups de pied sur le siège avant, et c'est le fil que vous voyez à l'avant. Donc vraiment pas de souci, et ça se nettoie assez bien. Le fait que le design soit aussi épuré, ça participe pour beaucoup. On n'est pas obligé de rencontrer beaucoup d'obstacles pour pouvoir passer le chiffon. Donc top pour ça. Je ne vous montre même pas l'état d'usure des sièges à l'arrière. Le fait qu'on utilise des sièges bébés, ça fait qu'on sollicite très très peu les sièges, donc ils sont comme neufs. Pour ce qui est de l'entretien pur et dur, je n'ai eu que le changement des pneus été-hiver. D'ailleurs, je vous invite à regarder une des vidéos de Tesla pour pouvoir estimer la durée de vie des pneus. De tête, il me semble qu'il arrivait sur une bonne cinquantaine de milliers de kilomètres. Et dans une autre de ses vidéos, dans le bilan qu'il avait fait, il avait remonté le fait que, en faisant beaucoup de routes, il avait quelques petites traces d'impact à l'avant. Je pense que j'ai la même chose que lui. Je pense que ça se répare très facilement, mais ça pourrait justifier d'avoir un covering, donc un film plastique qu'on vient mettre sur les parties avant pour les protéger et les garder belles plus longtemps. Et si à la base je n'avais pas opté pour le covering, c'est parce que visuellement j'avais un meilleur ressenti par rapport au traitement céramique sur carrosserie directement sans film. Mais si c'était à refaire, faudrait vraiment que je réfléchisse à 2 fois. Maintenant, passons au point faible. Il y a 9 mois, je vous ai fait une première vidéo au sujet des points faibles. Il y en a pas mal qui restent toujours d'actualité. On a toujours cette barre qui est en partie haute dans le coffre, qui empêche de mettre certains bagages, certains chargements. Alors, je sais qu'elle a sûrement son utilité, je sais que c'est pas pour rien que Tesla a dû la mettre, mais je dis juste que c'est chiant, voilà. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré que même quand il y avait de la pluie et que j'ouvrais le coffre, il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, je comprends que si j'ai pas eu de souci, c'est parce que juste avant de faire la vidéo, je conduisais. Quand on conduit, quand on roule et qu'il y a de la pluie s'écoule. Par contre, s'il pleut beaucoup et que le véhicule est arrêté, il y a beaucoup de pluie qui s'accumule et c'est vrai que quand on ouvre le coffre, à ce moment-là, on peut avoir de l'eau qui tombe dans le coffre. Alors, j'ai jamais été dans une situation complètement délirante, d'autant plus que j'ai une protection dans le coffre, donc voilà, c'est pas tellement un souci, mais il faut le savoir. Je sais que Jérôme Electron Libre a mis un espèce de joint optionnel qui permet d'éviter dans 99% des cas toute eau dans le coffre. Dans les inconvénients ou irritants, je dirais que Tesla balance beaucoup de mises à jour. Alors, mise à jour, c'est bien, mais le problème, c'est que de temps en temps, en faisant une mise à jour, il dégrade l'existant. On a eu le cas avec le contrôle vocal qui fonctionnait bien. Ils ont fait une mise à jour qui devait améliorer le contrôle vocal. Peut-être que ça a bien marché côté US, et encore, il y a des retours mitigés. Mais en fait, de notre côté, on a perdu plein de choses, on est revenu en arrière, et c'est que maintenant qu'on revient en avant. Si jamais je lui dis « ouvre la boîte à gants », il le fait. Voilà. Parmi les autres points faibles, je reparle du fait que la voiture soit longue, large et basse. Faut faire attention au parking dans lequel on va. Il y a toujours facilement 2 à 3 semaines d'attente avant de trouver une place en atelier. Alors, j'ai jamais essayé d'aller les voir directement pour voir si on était capable d'avoir des délais plus courts en allant toquer en direct, en personne. Par contre, quand j'ai eu affaire à eux, ils ont été super en me payant des bons Uber vraiment très chers pour pouvoir faire mes allers-retours et ne pas être bloqué pendant que la voiture était en atelier. La grosse frustration qu'on peut avoir maintenant parmi les premiers clients de la Tesla Model 3, c'est qu'on a très peu de visibilité sur les améliorations liées à la conduite entièrement autonome en France et en Europe. Aux États-Unis, ils ont commencé depuis très longtemps la mise à jour du matériel interne pour pouvoir accéder à la conduite entièrement autonome. Et même si, on le sait, on n'a pas la même réglementation que les États-Unis, on sait que ce qui est possible là-bas n'est pas forcément possible ici à cause de la loi. On aimerait savoir dans quel délai Tesla est capable de changer tel ou tel point. Et parmi ce qui reste quand même chiant, c'est l'absence de vue 360 degrés sur cette voiture. La visualisation de la caméra arrière est vraiment géniale, en très bonne définition, un très bon angle, rien à dire. On a aussi une estimation de la distance entre les obstacles qui sont derrière nous
et la voiture qui est assez bonne. On va avoir des radars sur la gauche, sur la droite. Donc tout ça, c'est très bien. Mais il manque quand même la vue 360. Et sans la vue 360, le problème, c'est d'abîmer des jantes à l'avant. C'est les premières que j'ai abîmées. Et si, quand on se met en marche arrière, les rétros s'inclinent automatiquement pour voir ce qui se passe au niveau des roues, une fois qu'on va être en marche avant, ça va se mettre de nouveau à la normale et on ne verra pas ce qui se passe au sol. Donc ça serait vraiment top s'ils pouvaient mettre en place une vue 360 sur des versions à venir de leur véhicule. Maintenant, passons au point fort. La Tesla Model 3, vous le savez, elle a vraiment beaucoup de points forts. Je ne pourrais pas tout couvrir et je me suis fait ma petite sélection perso. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture qui est très joueuse, très dynamique, qui donne envie de se faire plaisir sur la route. Si vous pensez qu'en électrique on se traîne, qu'en électrique on n'a pas de sensation, montez dans une Model 3 et très vite, vous changerez d'avis. Et c'est d'autant plus impressionnant que c'est une voiture qui est lourde, mais une fois qu'on est sur la route, les doutes sont totalement dissipés. Autre point fort, c'est le plancher plat à l'arrière de la voiture. On voit que c'est une voiture qui a été pensée pour être électrique, et ce plancher plat, c'est un bel avantage quand vous avez du monde à l'arrière ou quand vous avez des choses à charger à l'arrière. Tout à l'heure, j'ai émis des critiques sur les mises à jour, mais au final, les mises à jour, c'est un gros plus de la Tesla Model 3. Je ne vais pas faire l'article de toutes les améliorations qu'il y a eu, mais un an plus tard, la voiture est franchement meilleure, sachant qu'à la base, elle était déjà de haut niveau. Et ça, on le fait très simplement. Il n'y a pas besoin d'être geek, il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique. N'importe qui est capable de mettre à jour sa Model 3 parce que la voiture demande juste est-ce que vous êtes d'accord pour mettre à jour votre véhicule pendant la nuit. Voilà, tout simplement. Ça s'arrête à ça. On n'est pas obligé de mettre une clé USB, d'aller chercher un fichier de 16 Go, de le faire rentrer sur la clé et d'espérer que ça fonctionne. Autre très gros point fort selon moi, c'est l'utilisation du smartphone comme clé pour déverrouiller et conduire le véhicule. C'est vraiment une fonction de fou. On s'y habitue vraiment très vite et maintenant ça m'arrive régulièrement quand je monte dans la 208 ou dans d'autres voitures thermiques d'oublier les clés. Donc d'oublier les clés à la maison, au bureau, et une fois que j'arrive sur le parking, je me dis eh merde, j'ai oublié les clés. C'est vrai que c'est pas la Model 3. Un autre point, c'est le frunk, donc le coffre à l'avant. Je l'utilise tout le temps, tout le temps. J'ai toujours eu pour habitude de stationner plutôt en marche arrière, ce qui fait que le coffre avant est toujours disponible. Quand je rentre avec les courses, c'est très facile pour moi de mettre les courses à l'avant. Autre point très positif auquel on ne pense pas forcément avant d'acheter une Tesla Model 3, c'est la communauté Tesla sur Twitter, sur YouTube. Il y a une très forte communauté avec des astuces, des vidéos. Il y a eu des sessions de personnalisation des voitures en commun où plusieurs personnes se sont rassemblées pour modifier leur véhicule ensemble. Donc c'est un très bel esprit. Et pour aller encore un peu plus loin, le fait que la Tesla Model 3 soit un véhicule électrique si populaire, ça attire beaucoup d'accessoiristes. Ça incite aussi beaucoup les gens à faire des tutos sur des modifications, ce qui fait que les possibilités sont vraiment très larges pour personnaliser ou améliorer votre véhicule. D'ailleurs, en parlant de ça, les deux modifications qui me sont le plus profitables au quotidien, c'est d'une, l'amélioration du système d'éclairage. Donc ça s'est fait par le changement des LED pour des LED plus puissantes. Et dans le coffre, sans jeu de mots, c'est vraiment le jour et la nuit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prévoir pour la suite? Qu'est-ce qui va se passer après la Model 3? Alors, je vous le dis clairement, je sais que tout ce qui est hybride rechargeable, c'est très à la mode. Mais vous l'avez compris, depuis longtemps, moi, j'ai passé le cap du 100% électrique. Je ne trouve pas d'attrait à l'hybride rechargeable. Et jusqu'à présent, aucune autre marque ne me donnera la possibilité de faire tous les voyages que je vais aujourd'hui sans me prendre la tête. C'est pas possible. Il n'y en a aucune qui me le propose. Et ce qui s'est passé récemment avec le réseau EasyVia, je pense que ça me donne raison. Le réseau EasyVia, c'est un réseau qui est très étendu en France. Il y a des bornes de recharge rapide EasyVia sur beaucoup d'aires de repos sur les autoroutes. Et en février, ils ont mis à l'arrêt quasiment tout leur réseau de recharge rapide sur autoroute. Pour quelqu'un qui avait pris un véhicule électrique d'une autre marque que Tesla en se disant j'aurai la possibilité de faire les quelques longs trajets que je dois faire chaque année grâce au réseau EasyVia, bah là, clairement, il est complètement plombé. Alors pour l'instant, ce véhicule, la Model 3, correspond à mes attentes, à mes besoins. Mais l'épreuve du feu pour ce véhicule, ce sera vraiment cet été. On va partir en Espagne, on va partir à 4, avec ma femme, mon premier fils qui aura 3 ans, et le deuxième qui aura 6 mois. Sur l'habitabilité, je pense qu'il n'y aura aucun souci. On est déjà dans la configuration actuellement et on voit que ça se passe plutôt bien.
Même pour mettre les enfants dans leur siège bébé, je trouve que ça se passe plutôt bien. Par contre, le point sur lequel on va être vachement vigilant et on espère que ça va bien se passer, c'est sur le chargement de tout ce qu'on va mettre dans le coffre. On va partir avec des poussettes, des valises, lit parapluie et tout ce qui s'ensuit. Donc a priori, ça devrait passer. Et si ça passe, on peut se dire que on n'aura pas besoin d'autres véhicules que la Tesla Model 3 pendant très très longtemps. Après, on peut toujours être tenté par des nouvelles fonctionnalités, par des choses proposées par d'autres véhicules, mais on n'en aura pas le besoin. Donc rendez-vous cet été, je vous ferai quelques petites vidéos et live pour vous montrer comment se passe ce road trip, donc depuis la région parisienne jusqu'à Dénia, entre Valence et Alicante. Et si de cette épreuve du feu, il en ressort que on est un peu juste au niveau du coffre, alors les solutions, elles sont déjà sur la table. C'est la Model Y ou la Model S. La Model Y est faite sur la même base que la Model 3, mais elle est plus grande. Ils ont amélioré certains points de la construction du véhicule. Le coffre est à haillons et a beaucoup plus de place. Une chose qui est étonnante avec ce véhicule, c'est qu'il est plus lourd, il est plus haut, et malgré tout, la perte niveau consommation n'est pas si importante que ça. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Donc leur boulot d'optimisation, ça pourrait faire basculer dans le monde du SUV au lieu de celui de la berline. Et je vous disais, l'autre alternative, ce serait la Model S, en partie pour les mêmes raisons, le fait d'avoir un coffre plus grand, parce que c'est ça qui ferait à un moment donné qu'on pourrait peut-être avoir besoin de changer la Model 3. Donc ça, c'est pour la partie raisonnable du choix Model S, mais après, il y a tout un tas d'autres petites choses qui peuvent faire basculer du côté de la Model S. Les options comme le toit ouvrant, le filtre habitacle HEPA. Alors rien à voir avec ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. D'ailleurs, Didier de The Choucroute Garage a fait une belle vidéo à ce sujet et casse tous mes espoirs en disant que le filtre HEPA des modèles S et X ne va pas permettre de protéger plus que ça du coronavirus. Le sujet, c'est pas tellement ça que la pollution dans laquelle on est au quotidien quand on est en agglomération. Et j'étais aussi impressionné de voir comment Tesla mettait en avant son système de filtration quand il y avait les incendies en Californie. Sur les versions actuelles de la Model S, l'inconvénient, c'est que pour faire des très longs trajets, on prendra plus de temps qu'avec la Model 3 dans laquelle je suis maintenant. La prochaine génération de Model S aura très certainement de meilleures capacités de recharge rapide et aura aussi des améliorations au niveau de la motorisation. Je pense qu'ils vont aussi profiter pour améliorer l'intérieur et toujours optimiser la consommation. Donc voilà, c'est les deux choses qui pourraient éventuellement venir après la Model 3, mais j'ai bon espoir que la Model 3 dure très longtemps dans la famille. Quand on se pose, qu'on regarde ce qu'elle propose, niveau recharge rapide, niveau autonomie, niveau puissance, niveau confort, niveau divertissement à l'intérieur, j'ai du mal à croire qu'elle puisse être totalement dépassée dans 5 à 7 ans. Alors peut-être qu'elle sera dépassée par des nouvelles Tesla qui seront encore meilleures, mais si dans 5 à 7 ans, on la compare à des véhicules, des Volkswagen, BM, Peugeot, Renault ou autres généralistes, je pense qu'elle aura encore de sérieux arguments. Donc voilà, c'était les 1 an de notre Air Force One. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Nuage Magique.